ça va aller. Vous avez donc entre les mains la dernière correspondance de Céline que j'ai publiée. Et je dois dire que je l'ai publiée avec davantage de plaisir que les précédentes, parce qu'il se trouve que j'ai connu d'abord Pierre-Monier, puis son fils Frédéric. Et je vais vous dire en quelles circonstances, parce que ce n'est pas un effet dans le livre. En 1978, je travaillais à la correspondance Parade, la première que j'ai publiée dans les cahiers de la NRF, qui d'ailleurs étaient les cahiers Céline à l'époque. Plus fort! Oui, je fais ce que je peux. Et d'autre part, j'étais donc à travailler à la nationale, et de par âge, je savais ce qu'on pouvait en savoir à l'époque. On trouvait Le Gala des Vaches, Valses Saucisses, éventuellement ses romans d'avant la guerre et ses romans policiers alimentaires ensuite, mais j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur le personnage. Par une intermédiaire, je suis entré en contact avec Arletty. Je lui ai téléphoné et j'ai compris assez rapidement que le nom de Paraz était un sésame. Donc elle m'a immédiatement, dans les jours qui suivent, reçu chez elle. Je suis resté 1 heure ou 2. Bon, je n'ai pas un souvenir immortel de cette rencontre, mais l'effet a été important parce qu'elle m'a dit, pour ce que vous faites et pour Paraz, c'est Pierre Meunier qu'il faut voir. Je ne me souviens plus si elle a téléphoné elle-même à Pierre Meunier ou si elle m'a donné le numéro de téléphone, mais toujours est-il que très peu après, j'ai rencontré Pierre Meunier chez lui, rue du Rocher. Or, à cette même époque, 78, Pierre Meunier était en train de mettre, peut-être pour la touche finale, mais il était bien avancé dans l'écriture de Ferdinand Furieux, qui constitue, entre autres choses, parce qu'il y a bien d'autres choses dans ce livre, la première édition de la correspondance que vous avez entre les mains. C'est-à-dire la correspondance de Céline avec son éditeur, ou celui qui allait devenir son éditeur de 48 à 51. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'était important pour moi parce que il y a évidemment une période qui coïncide entre les deux correspondances, donc nous avons pu échanger des informations de ce qui se trouvait dans la correspondance Paraz et de ce qui se trouvait dans la correspondance Meunier. Il en dit d'ailleurs un mot au début, il évoque un petit travail en commun qui n'a pas été bien loin, parce que de toute façon lui avait de l'avance sur moi. Ferdinand Furieux est paru en 79, alors que la correspondance Paraz est parue en 81. Alors c'est comme ça que j'ai connu Pierre Meunier, mais à l'époque j'avais absolument pas l'idée qu'un jour j'allais refaire la correspondance Céline Meunier. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison que je m'en mêle, puisque c'était en cours. Et très peu après encore, ou peut-être même dès ma première visite, je ne me rappelle plus, j'ai connu Frédéric Meunier, qui, parmi nous, est l'un, sans doute, des très rares présents à avoir connu Céline. Il y en a d'autres. Donc c'est le seul. Certes à un très jeune âge, mais enfin, c'est tout de même assez... Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Voilà ce que je On sera de moins en moins nombreux à l'avoir connu. Ah, il y a des J'ai le souvenir de Pierre Meunier que j'ai connu en 78, mais qu'ensuite j'ai fréquenté assez longuement, ainsi que Frédéric, d'un homme charmant et extrêmement ouvert et prêt à communiquer. Et si ce livre a pu exister, c'est parce que j'ai pu utiliser les archives qu'il avait conservées. Enfin, Dieu sait si ce n'était pas un excellent archiviste, mais enfin au moins il avait préservé la correspondance de Céline, et il avait aussi préservé des documents qui donnent des indications précieuses sur son activité d'éditeur. Quoi qu'il en dise dans Ferdinand Furieux, où il se présente comme un éditeur de raccro, et puis un éditeur amateur, ce qui est vrai. Et puis il dit qu'au bout de 2 ans qu'il était bien endetté, et qu'il a été
que son seul désir, finalement, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, c'était de quitter ce métier. Pour moi, en réalité, c'était un bon éditeur. C'est quelqu'un qui a appris le métier sur le tas, qui a eu, en somme, une espèce de... Mis à part le fait que Céline, comme d'habitude, râle, n'est pas content, etc., ça n'empêche que Céline avait des idées bien précises sur l'édition. Et il les exprime. Il ne les développe pas toujours, mais il les exprime, et à plusieurs reprises. Et je pense que Pierre Monnier a beaucoup appris du métier d'éditeur par la correspondance qu'il recevait de Céline et les rencontres qu'il a faites de lui, puisqu'il a été 4 fois au Danemark. Donc le reste, vous l'avez dans le livre. Très bien, Pierre Monnier. Oui. Oh, vous êtes plusieurs ici. Dans les repas céliniens, les grands maîtres céliniens. Oui. Après, à la fin du repas, il nous parlait de Céline, on était éblouis. Donc c'est aussi, donc du coup, forcément, avec Pierre Monnier que je suis allé pour la première fois à Meudon et que j'ai rencontré Lucette. Et puis, que dire d'autre? Pour moi, tout est dans le livre que vous avez dans les mains. Pierre Monnier a construit un catalogue de 20 titres en 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc d'une manière extrêmement rapide. Et je dois dire, bon, j'ai réuni ces volumes physiquement, et je trouve que dans la production de l'époque, c'est pas anodin ce qu'il a publié. Il y a des livres, mis à part les 3 Céline, bien sûr, il y a des livres importants. Il y a des livres sur les anarchistes, il y a des livres sur les romanciers populaires comme Leblanc, et il y a un livre sur Jouandeau qui malheureusement a plombé ses finances et qui pourtant est fort intéressant, avec beaucoup de photos de Guéret, de Grand Guéret. D'Henri Rode, c'est ça? Oui, le bouquin d'Henri Rode. Jouandeau m'a dit que c'était lui qui l'avait fait. Oui, possible. Enfin, toujours est-il que le livre est intéressant. Ouais, et que... Mais les lettres ont déjà paru, déjà. On a beaucoup. Les lettres à Pierre Monnier, oui, elles sont Ferdinand Furieux, oui, mais elles sont sous une autre forme. J'explique dans la préface de quelle façon Pierre Monnier a procédé. Il présente d'abord sa visite, d'abord son idée de l'état dans lequel il faut que Céline est traitée à l'époque, donc mal traitée. Il va le voir, il raconte sa première visite à Clare-sur-Garde, qui dure assez peu de temps, à l'occasion d'une tournée folklorique, enfin d'une façon un peu inattendue. Et ensuite, il rentre à Paris et il décide de faire quelque chose. Il pense d'abord à une action dans la presse, comme ça paraissait le plus logique. Et puis, il dit non, ce qu'il faut que je fasse, il l'explique très bien dans Ferdinand Furieux, c'est remettre Céline en librairie, c'est-à-dire le faire rééditer. Il n'est pas éditeur, donc il va essayer de trouver un éditeur. Le premier essai est malheureux, il le raconte abondamment, et Céline, encore plus abondamment dans les lettres. Il s'agit des éditions Froissart, qui ont refait Voyage au bout de la nuit, dans des conditions un peu... Il faut dire que c'était pas très facile. À l'époque, premièrement, bon, Céline était veuf d'éditeur, mais veuf au sens fort, puisque Gomel a été assassiné en décembre 1945. Il n'avait plus rien. On est donc à la visite de Monnier, on est en septembre 48, et donc la dernière publication de Céline, c'est mars 44, guignoleusement. Donc ça fait 4 ans et demi qu'il n'a plus rien publié, donc il est absent de la librairie française. Quand on compare, bon, c'est une citation qu'il ne peut pas admettre, parce que quand on pense au succès colossal de Voyage au bout de la nuit, moindre de Moracredi, et la place qu'il avait dans les lettres françaises jusqu'en 44, c'est ce qui a suscité chez Pierre Monnier cette volonté de faire quelque chose pour le remettre, peut-être pas comme ça facilement, tout de suite, rapidement, comme on pourrait lancer
relancer un auteur ordinaire. C'était difficile. Parce que, s'ajoute au fait qu'il était un éditeur, il y avait une succession d'éditeurs qui a cherché à le retenir. C'est-à-dire que les successeurs de Noël ont cherché à empêcher le départ de Céline pendant très longtemps. En fait, jusqu'au moment où Gallimard a racheté de Noël. En gros, c'est ça. Il a fallu donc publier avec des précautions. D'autre part, Céline était lui-même sous la menace de son procès, qui est venu en 50, et sous la menace donc d'une saisie de ses biens, ce qui s'est produit. Donc il fallait, si droit d'auteur il y avait, il fallait les protéger. Donc tout ça est abondamment commenté par Céline dans les lettres, et on voit bien que le travail de Pierre Monnier a été essentiel, difficile, et somme toute réussi. C'est lui, la cheville ouvrière, qui a permis à Céline de passer chez Gallimard et de connaître le destin qu'il a aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un d'autre, si ça meurt, il se trouve que c'est Pierre Monnier qui a fait ce travail important. Et je dis bien que, mis à part Céline, je considère que Pierre Monnier est un grand éditeur. Court, petit catalogue, mais de qualité. Il avait le sens du livre. Il avait le sens de la couverture, il avait le sens de la typographie. C'est quelque chose qui moi me touche, puisqu'il se trouve que je suis éditeur aussi. Je sais que c'est des choses qu'on n'attend pas comme ça tombe pas du ciel. Il faut, il y a un goût du livre, une façon de... il avait, c'est vrai, une formation artistique, puisqu'il était dessinateur de presse essentiellement. Et je trouve que c'est d'ailleurs sa seule... Et il avait fait des beaux-arts à Bordeaux. Et je trouve que son édition de Scandale aux Abysses, c'est-à-dire son illustration de Scandale aux Abysses, est assez subtile et bien faite. Et d'ailleurs, Céline, mis à part d'autres inconvénients qui surgissent encore d'autres, le félicite pour cette réussite. Donc, je pense que ce volume, en fait, peut redonner, c'est ce que j'ai essayé de faire, sa place à Pierre Monnier en tant qu'éditeur, parce que dans son Ferdinand Furieux, il a tendance à se sous-estimer un peu de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il est tellement emmerdé par des histoires d'argent, il est également emmerdé par Céline, le caractère qu'on connaît, que, on a l'impression qu'il se lance là-dedans à l'aveugle, et qu'au bout de quelques temps, il n'a plus qu'une idée, c'est de s'en sortir, d'arrêter et de faire autre chose, ce qui finit par se produire. Donc il n'insiste pas beaucoup sur sa propre production. Or, je le redis, et c'est pourquoi j'ai publié à la fin de ce livre un catalogue complet de tout ce qu'il a fait. Je considère que c'est parmi les petits éditeurs qui sont apparus à foison à cette époque, dans les années 48, 50, il y en a eu beaucoup. Il est certainement l'un des meilleurs. Peut-être l'un des plus courts aussi, puisque ça n'a pas duré, mais il est bien supérieur, par exemple, à Frémanger, les éditions Froissart, qui ne soignait pas ses productions, et puis qui a rapidement fini par faire des livres vraiment, vraiment moches. C'est très moche. Dans les 20 livres produits par Pierre Monnier, il n'y a pas un livre raté du point de vue technique. Ils sont bien. Ils sont sur le papier de l'époque, bien entendu, ils sont aujourd'hui plus ou moins jaunis, mais il avait quelque chose qui, à mon avis, s'il avait eu de l'argent, lui aurait permis de continuer dans cette carrière. Voilà. C'est moi qui lui coûtais cher. Déjà, à cette époque. Merci Jean-Paul. Bon, si vous avez... Bel hommage à Pierre Monnier. Moi, je suis très sincère quand je dis, parce que, évidemment, à l'époque où je l'ai connu, il était très, très loin de tout ça, sauf qu'il écrivait Ferdinand Furieux, donc ça devait lui faire remonter des souvenirs. Mais dans Ferdinand Furieux, c'est l'impression qu'il donne, c'est d'avoir été soulagé d'arrêter d'être éditeur. Or, à mon avis, il avait les moyens de continuer, enfin, pas les moyens financiers malheureusement, mais les moyens intellectuels et techniques de continuer à faire de l'édition, et à faire de la belle édition.
l'édition Ce qui lui manquait quand même, c'était le côté commerçant, parce qu'il n'a jamais été... La gestion était Il catastrophique. n'était pas doué du tout pour cette question-là. Donc il n'y a pas que l'argent qui manquait. Il y avait un savoir-faire commercial et... Qu'il n'avait pas. Qu'il n'avait pas du tout. Il n'a jamais eu d'ailleurs. Il manquait d'abord de structure, en premier lieu. Oui. Il faisait tout, c'est tout seul. Le secrétariat, la comptabilité, il n'avait pas de représentant à ma connaissance pour visiter les libraires. Et puis de toute façon, c'était dans des conditions tellement précaires de vouloir publier du Céline à cette époque-là. C'est un domaine qui lui était totalement étranger en plus. Quand il débarque en 48, il n'a strictement aucune expérience, même lointaine, de ce métier, dont il ignore tout. Alors il n'a ni expérience, ni argent, il n'a que l'enthousiasme en fait, pas grand chose de plus. Il devait quand même avoir quelque chose de plus, parce que c'est pas avec de l'enthousiasme qu'on arrive à bâtir un catalogue d'éditeurs. Donc il a appris sur le tas. Au départ, il n'avait vraiment quasiment que ça. Oui. On lui a pris goût sans doute, après... Il y a pris goût, on le voit bien, puisque dès la première lettre d'accord, d'ailleurs l'une des seules qu'on connaisse, de Pierre Monnier à Céline, c'est une sorte de contrat très vague, où il lui déclare qu'il va publier Casse-Pipe et puis le reste, et il n'écarte pas la possibilité de publier d'autres livres que Céline. Mais dès le début, ça. Donc, ça veut dire que le virus l'a piqué, et l'a pris. Et Céline appréciait également ses illustrations de Scandaleux Abysses, parce qu'il il était très très habile à dessiner. Et c'est vrai que c'est une réussite. Parmi les livres illustrés de Céline, c'est sans doute avec celui de Clément Cerveau, dont on parlait tout à l'heure. C'est sûrement une des grandes réussites. Puis ça montre aussi un courage extrême, parce que j'ignore quelle était la profession antérieure de Pierre Monnier, mais d'un seul coup, de changer de carrière et pour se diriger... Il n'avait pas de carrière. Non, en 48... Non, mais c'est ce qui m'intéresse. Il était étudiant aux Beaux-Arts, comme l'a rappelé Jean-Paul, ensuite à Bordeaux, ensuite il monte à Paris, il fait un peu de politique... C'est pas ça qui rapporte le moindre centime, évidemment. Des tas de petits boulots vraiment alimentaires et furtifs. Ensuite, pendant la guerre, il est au chantier de jeunesse, jusqu'en 43-44. Ensuite, non, même pas. Enfin, d'après ce qu'il dit, 42. Et puis ensuite, il fait comme il avait acquis aux Beaux-Arts un don qu'il dessinait fort bien, il a gagné sa vie en vendant des dessins à la presse, comme aux écoutes, comme les Hérissons, comme des tas de trucs, sous le nom de Chambry. Mais il ne faut pas dire que ce soit une carrière. Donc il n'a pas eu à abandonner une carrière, puisqu'il n'avait pas de carrière tracée, si vous voulez, installée. C'était vraiment un peu un vagabondage comme ça. Il s'est marié assez tard, et il est devenu père, que je sache, à 37 ans. Donc, vous voyez, relativement tardivement. Et quand il s'est aperçu que finalement, il y a un deuxième boom qui est arrivé, donc là, il a bien fallu qu'il fasse face. Donc, il a laissé tomber l'édition, qui ne lui rapportait pas d'argent, et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans la société L'Oréal. Et là, il a eu sa carriire à L'Oréal, d'abord représentant, etc. Mais jusqu'à L'Oréal, on ne peut pas dire qu'il ait eu une carrière. Il vivait comme ça, comme l'oiseau sur la branche. Merci infiniment. Il était, quand je l'ai connu, il était encore comme ça d'ailleurs. Bon, il avait fait sa carrière chez L'Oréal, effectivement. C'était quelqu'un de fantaisiste, qui voulait bien tenter toutes sortes de choses. Je me rappelle que de tout d'un coup, il est venu avec nous en Bretagne, je ne sais plus exactement pourquoi. Il était toujours partant pour aller voir les copains, rigoler, mais sans aucun souci de carrière, de gagner de l'argent, tout ça, complètement. Trop même. Enfin, encore. En tout cas, ça n'empêche pas son grand courage d'éditer Céline, si sulfureux à cette époque. Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est très audacieux dans sa peau, c'était très audacieux. C'était même un peu inexplicable. Mais c'était comme ça. L'idée qu'en 48,
il aille demander de l'aide à son directeur. Enfin, il gagnait sa vie en vendant des dessins au journal Aux Écoutes. Le patron d'Aux Écoutes, c'était M. Lévy. Demander une aide à Lévy pour Céline, c'était quand même prendre un risque. Oui, mais Lévy aimait bien les... Non, c'était pas prendre un risque. Non, Lévy aimait bien Céline. Oui. Hein? Oui, non, mais bien sûr que Lévy, oui, heureusement. Mais c'était pas gagné d'avance. Non. C'est un fait. Bon. Il a voulu aider Céline, Voilà. d'après ce que je peux savoir, Oui, tout à fait. même financièrement. Exact. Céline a refusé. Oui, c'est ça. C'est ce que Non, mais ça ne veut pas dire des choses que mon père était capable de faire. Mais enfin, de toute façon, monsieur, enfin tout le monde est d'accord, je pense que le courage, c'est extraordinaire. Oui. En 48, 49, etc. Et il y avait 80% de courage, un petit peu 20% d'inconscience. C'était un peu du mon père. Hein, je veux dire, il y avait un côté quand même. Il n'y avait pas un sens des réalités extraordinaires. Donc, moi j'en ai parfait. Mais quand je dis ça, c'est à son crédit. C'est pour ça que je l'adore. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas forcément les pieds sur terre. Un type qui a vraiment les pieds sur terre ne fait pas ce qu'il a fait. Voilà. Enfin, il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas tout à fait... Après, quand même, j'insiste là-dessus, il a construit un catalogue d'éditeurs. Il faut quand même avoir les pieds sur terre pour réussir ça. Même s'il est court, même s'il s'arrête brutalement. Mais tu sais bien que sa décision d'éditer vient du fait qu'il a rencontré Céline. Je suis certain qu'en septembre 48, l'idée de faire de l'édition n'avait jamais effleuré. Certainement pas. Bon, voilà, c'est ça que je veux dire. Certainement pas. Mais dès qu'il s'y met, oui. il pense à éditer, et non seulement Céline, mais d'autres choses. Donc, apparemment, au moins, ça lui plaît. Oui, bien sûr. Et il le fait pendant combien d'années, éditeur 48 à 51 2 ans et demi. Mais ça, on voit bien que ça lui plaît, parce qu'il va voir, par exemple, quand il va chez Daragnès, là, il y a un témoignage, là, il adore ça, il va voir Daragnès à cette presse, il aime l'odeur de l'encre, donc des choses comme ça. Il se déplace pour voir ses imprimeurs à Chambéry. Il surveille la fabrication des livres. Donc c'est quand même pas non plus... Avant d'aimer l'édition, il a commencé par aimer les livres. Bah voilà, c'est ça. C'est un grand lecteur. Fredo, est-ce que tu sais à quel moment ton père a eu le déclic pour ses livres? En 33, quand vous lui est paru. En principe, c'est inscrit. Et toi, t'as pas bien lu parce que c'est marqué. Non, j'ai pas lu celui-là. Il a eu Voyage à Paris. Il a eu Voyage. Beaucoup. Oui, mais après la guerre, l'envie d'aller au Danemark, c'est le fait de ça. Non, mais enfin bon, il a découvert ça en 33, il a adoré Voyage, il a aimé plus encore Mort à crédit, contrairement à beaucoup d'autres. Lui, il trouve que... Mon père a toujours pensé que Mort à crédit est un livre encore meilleur que Voyage. Et... Bon, ensuite, il a aimé tout le reste. Il a aimé Bagatelle, il a aimé Guignollement, il a tout aimé. Donc en 48, l'opportunité de le voir, ne serait-ce que de le voir, il ne demandait pas plus. Hein, il n'est pas parti au Danemark avec l'idée de le rééditer, il est parti au Danemark avec l'idée d'aller le voir. Il a profité de cette tournée folklorique auvergnate, alors qu'il n'avait rien d'auvergnat, évidemment. Mais bon, il avait un copain qui jouait, qui participait à ça. Voilà, il est parti là-bas, il l'a vu. Et c'est qu'à son retour qu'il s'est dit, tiens, on va quand même faire quelque chose. Et je suis sûr que dans son esprit, faire quelque chose, c'était très très flou au départ. Oui, ça paraît flou. Dans Ferdinand Furieux, ça paraît assez flou. Oui. Mais quand même, il détaille ce qu'il fait. Il va voir, il pense d'abord à la presse, après il va voir des patrons d'édition aussi. Ah, bien sûr, ouais. Donc, il est très mal reçu d'ailleurs. Il est mal reçu. Et puis, il est très mal reçu parce que c'est quand même un milieu où voir débarquer un type comme ça qui n'a rien à faire dans ce milieu, ça paraît un peu suspect. Déjà un type qui vient de la part de Céline, déjà, 48, c'est pas forcément le bon coup de fil. Et en plus, si on lui dit, mais vous êtes qui, monsieur? Celui qui répond, il n'était rien du tout là vis-à-vis dans le monde de l'édition, il comptait pas. Donc il a paru un peu bizarre. Et il s'est fait un peu rabrouer, c'est vrai, par des... Il a pas un plomb, il nous raconte. Oui, il y avait Plomb, il y avait Flammarion, Pagnard, je sais plus quoi. Pascal. Non, mais en fait, il était pas de retour. Alors, quand il
était chez Gallimard en juin 51 pour signer le contrat, il n'avait rien à négocier, puisque Céline lui avait tout marqué. Il était arrivé chez Gallimard, il dit voilà, c'est comme ça. Voilà. Il n'a pas négocié le contrat Gallimard, il l'a présenté. Ça avait été fait en amont par. Oui, il y avait des interventions déjà de Marcel Aimé, de Jouandeau. Bon, il y avait des contacts avec Paulan. En fait, les choses se nouaient déjà. Ouais. Se nouaient. Mais la rencontre physique avec un écrivain, plus qu'un écrivain qui l'admirait par ses œuvres, est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un, ça aurait pu... Mais, dans Ferdinand Furieux, tout ça est noir sur blanc. Hein, Non, si je comprends bien, bon, il faut lire. Quoi. Il faut lire les deux. Il faut lire les deux. Écoutez, c'est bien, les enfants. Oui. Vous n'avez pas le premier, hein? Non, mais alors, plus sérieusement, je pense effectivement qu'il faut lire les deux. Il faut lire celui-là, parce que là, le texte est nickel, la critique de Jean-Paul est de première importance, mais si vous voulez savoir qui est Pierre Monnier, il est bien évident qu'il faut lire l'autre, il faut lire Ferdinand Furieux, parce que la personnalité de Pierre Monnier, elle est dans l'autre livre. Hein, ça, c'est un livre de Céline, c'est pas autre chose. Mais il faut lire les deux. Moi, j'en suis absolument convaincu. La nouvelle édition ne peut pas effacer l'ancienne. Non, elle n'efface pas. J'ai quand même donné en annexe de larges extraits de ces voyages, notamment de ces voyages à Klarsfeld-Garde, en prenant ses premiers, c'est-à-dire ce qui a précédé de très loin Ferdinand Furieux, c'est-à-dire sa publication dans Europe Magazine, qui est un long article. Les cahiers de Lerne. Ensuite, les cahiers de Lerne. Où les choses sont détaillées, mais ne sont pas très clarifiées. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours, puisqu'il a fait 4 voyages, duquel il s'agit. Il parle du deuxième, alors qu'à l'évidence, il s'agit du premier, des choses comme ça. Donc ça m'a paru intéressant de donner en annexe successivement ces états, parce que ton père, c'était quelqu'un qui prenait des notes. Oui, alors il était à la fois attentif à prendre des notes, mais un peu cafouilleux. Il était cafouilleux, oui, un peu, oui, c'est vrai. Je me souviens de cette façon. Oui. Bon, avec un sens de la chronologie qui n'était pas rigoureux. Voilà. Il était comme ça. Ferdinand Furieux a tiré à combien d'exemplaires? Pardon? Ferdinand Furieux a tiré à combien d'exemplaires? Alors, je vais être très franc avec vous, je ne connais rien à ces questions-là, et mon père non plus. Alors, on n'a jamais su combien on avait. Ouais. Je ne suis même pas sûr qu'il ait touché un... Non, je parlais pas des droits. Non, mais si, parce que c'est lié quand même. Mais non, on ne sait pas. Beaucoup d'éditeurs ne paient pas les droits. Oui, non, mais Dimitrievitch avait une façon de fonctionner qui était un peu particulière. Oui. Mais on en trouve encore. Oui, c'est encore à l'achat. Oui. Mais Dimitrievitch, mon père aimait beaucoup Dimitrievitch, le directeur de l'Âge d'Homme, que j'ai connu, et qui était un type lui aussi, avec un côté un peu poète aussi. Hein. C'était pas un rigoureux, donc il s'entendait bien de ce point de vue. Voilà. Et c'est le Jouandeau qui a plombé. Excuse-moi. C'est le Marcel Jouandeau qui a plombé les. C'est ce que dit. Bon, attends, il se tient. C'est-à-dire que c'est facile de voir. Je donne les tirages et les ventes. Ah bon. Le Jouandeau a tiré à près de 4000 exemplaires et il a dû en vendre 350. Alors évidemment, un livre qui a coûté cher à fabriquer, ça ne peut pas arranger les. C'est très cher. Ça coûtait très cher en plus. Et pourquoi il a fait le Jouandeau? Il a fait le Jouandeau, c'est de la même démarche. Il aimait Jouandeau. Il aimait l'écrivain, il aimait le bonhomme aussi d'ailleurs. Il avait de la sympathie pour le Jouandeau. C'est sans doute la seule personne que je connaisse qui avait tout Jouandeau dans sa bibliothèque. On voit ça. Oui. Il faut dire qu'il y en a au moins 5 mètres de long. C'est ça. Et tout, oui, parce que en plus avec des envois à chaque exemplaire, oui. Bon. Mon père était resté ami avec Jouandeau jusqu'à la fin. Il aimait l'écrivain, évidemment, mais il aimait aussi le personnage. Donc, comme il marchait un petit peu à l'enthousiasme, comme ça, l'idée de faire un livre sur Jouandeau, sur ces personnages... Surtout, c'est un véritable écrivain, quand même, Jouandeau. Jouandeau, oui, certainement. Il était très connu, Jouandeau, à l'époque.
Ah bah en tout cas, il était très bien traité chez Gallimard, puisque tout ce qu'il voulait publier, il le publiait apparemment. C'est journalier, je ne sais pas combien il y a de volumes, c'est incroyable. Sans doute qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnerait plus de cette façon-là. Non, mais je posais la question, c'est étonnant que le livre n'ait pas marqué, quand même. Non, parce que le livre n'a pas... Je suis même pas sûr que Gallimard en ait vendu beaucoup des livres de Jouandeau. C'était des petits tirages, si. Ah bah Jouandeau, oui, ça n'a jamais été un écrivain de grosse vente. Bah non. Donc là, faire un livre sur Jouandeau, le tirer à près de 4000 exemplaires, et se lancer comme ça à l'aveugle sur un marché qu'on ne connaît pas... Le point éditorial, c'était un peu une folie. Bah oui, c'est une folie. Il aurait pu très bien le faire, mais à 500. Et en étant plus soigneux des prix de revient. Hein, parce que là, ça lui a coûté très cher. Oui, ça lui a coûté cher. Toujours pareil, hein, il n'avait pas cette rigueur commerciale. Donc voilà, c'est une mauvaise affaire. Très bien. Ça lui a permis de rentrer à L'Oréal. S'il joue en avait marché, il aurait peut-être continué. C'est possible, hein, non mais je me dis, des fois il faut peu de choses pour qu'une entreprise tourne d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est un type qui était doué pour l'édition et qui, s'il en avait eu les moyens, aurait pu continuer à faire des choses intéressantes. Pour moi, ça fait pas de doute. Bon, mais comme tu dis, comme il était fantaisiste et bon, un peu touche à tout, bon. Quand il a vu que ça tournait vinaigre, il a foutu la clé sous la porte le plus vite possible, quoi. Bon, voilà. Dès l'instant où Céline était passée chez Gallimard, il avait déjà un petit peu moins de motivation, si je pense. Oui, sans doute, oui. Parce qu'il a fait l'éditeur pour Céline n'étant plus là, il avait, je pense, inconsciemment, il avait un peu moins de raison de continuer. Alors, sauf s'il avait gagné beaucoup de sous, peut-être que ça l'aurait un petit peu incité, mais comme c'était loin d'être le cas... c'est-à-dire que, de toute façon, Céline, dans son catalogue, était quand même un incitateur à continuer, parce que c'est les seules ventes importantes. Oui. Parce que quand même, Casse-Pipe, je crois que c'est 5000 le premier tirage, épuisé en quelques semaines. C'était remarquable comme résultat. Retirage 3000 épuisé en un an, et puis un troisième tirage qui était peut-être pas nécessaire, puisque lui a été repris par Gallimard. Il était un peu en trop, ce troisième. Enfin, quand même, il en a vendu plus de 8000 en un an et demi. C'était quand même bien. Voilà l'histoire. Merci bien. Excusez-moi. Vous-même, vous avez rencontré Céline? J'ai rencontré Céline, oui, moi je suis né en 48. Donc au moment où mon père a rencontré Céline est rentrée en France en 51. Et dès les premiers mois, on a été en famille chez Céline, donc j'avais 3 ans, de 51 à 61, date de sa mort. Pendant une dizaine d'années, on a été régulièrement à Meudon. Je vous le raconte un petit peu dans l'ouvrage qu'a publié notre ami Aymeric Engranger, qui s'appelle Céline's Big Band. Et là, je raconte en 2-3 pages cette période de ma vie où on allait à Meudon en famille. Vous ne croisiez pas beaucoup d'enfants, si, chez Céline? Des enfants? Oui, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait des jeunes filles qui allaient danser à l'étage du... Ah oui, les voisines d'à côté, là. C'est un peu plus âgé que vous. Elles étaient sensiblement plus âgées que moi, oui. Mais j'avais du plaisir à aller les voir tout de même. Oui, donc oui. Et le souvenir que vous en gardez, un souvenir que vous... J'ai des souvenirs un petit peu vagues, parce que c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Mais moi, la seule chose que je sais, parce que mon père me l'a dit, c'est que quand je quittais Céline à Meudon, je lui disais au revoir Ferdinand. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me disaient au revoir Ferdinand à Céline. Eh ben moi, si. Et ta mère te grondait, hein? Ta mère te grondait, oui, quand même. Et les propos outranciers qui sont prêtés à Céline dans le bouquin, ils sont quand même assez garantis. Surtout, c'est assez gratiné les propos de Céline à l'emporte-pièce dans ces fameux après-midi de Meudon. Que rapporte Pierre Monnier? Oui. Moi, je lui fais toute confiance. On sait que Céline est outrancier, mais dans ce bouquin, on trouve des bonnes. Quoi. C'est très marrant. Alors, de ce point de vue-là, c'est... Je pense que c'est noté sur le livre, ça. Oui, mais il n'y a aucune chance pour qu'il invente. Mon père n'inventait pas. Il rapportait ce qu'il avait entendu. Avec Lucette, là, particulièrement assez vache. Il l'a traité très mal. Ça, c'est connu par d'autres. Extrêmement vache.
On pouvait être très grossier, très désagréable, oui. Comme nous tous d'ailleurs, à certaines périodes. Voilà. Oh, moi moins. Ah bon. T'étais assagi alors. Sauvagerie, des épaules. Comme me disait un jour son gendre, nous parlions justement de Céline, et pour terminer l'entretien, il me dit, vous savez, il était quand même un peu spécial. On peut dire ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Ah oui, il faut pas être normal. Très bien. Voilà l'histoire. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Ah oui,